Bonjour. Bonjour, prof. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire le contrôle 2019. C'est la page 10. Donc on va commencer par la question 1. L'ensemble considéré, c'est n étoiles. Et on le munit d'une relation d'ordre, c'est la divisibilité, c'est-à-dire A en relation avec B, si et seulement si A divise B. Alors, vous savez très bien que cette relation est une relation d'ordre, parce qu'elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Et donc, on prend une partie de n étoiles, constituée de 3, qui divise 6, 6 divise 12, et 6 aussi divise 18, 9 divise 18, 6 divise 12. Donc, on va faire le schéma pour pouvoir répondre à la question. Donc, nous avons une partie A dans n étoiles. Donc, je vais faire le schéma. Donc, vous avez 3 qui va diviser 6. 6 va diviser 12. Et 6 aussi divise 18. Quelles sont les autres relations? Vous avez 3 divise 9 aussi. 3 divise 9. Et 9 divise 18. Donc 3 divise 9, 9 divise 18. Et 9 aussi divise 45. Donc, est-ce qu'il y a d'autres relations? Donc, 5 fois 9, c'est 45. Je pense qu'il n'y a pas d'autres relations dans la partie 1. C'est ça. Et donc, la relation d'ordre, il nous donne cette organisation, cet ensemble 3, 6, 12, 9, 18, 45. Je n'ai pas oublié quelque chose. Vous suivez? Oui. Voilà. Et donc, avant de voir la question, on peut se demander, par exemple, quels sont les éléments maximaux. Les éléments maximaux dans A, ce sont les éléments pour lesquels il n'existe aucun autre élément qui est supérieur à lui. 12, 18. 12 et 18. Voilà. 12, il n'y a rien ici. Donc, c'est un élément maximal. 18, ici, il n'y a rien. 45. 45, c'est un élément maximal. Maintenant, on peut voir les éléments minimaux. Un élément minimal, c'est celui qui ne possède rien en dessous de lui. Il y a le 3. 3. 3, c'est un élément qui est minimal. Là, il n'y a pas de plus grand élément, parce qu'on peut croire que c'est 45, mais 45, pour qu'il soit un plus grand élément, il doit être supérieur à tous les autres. Or, il n'est pas supérieur à 18. Et donc, il n'y a pas de plus grand élément. Est-ce qu'il y a un plus petit élément? Oui, c'est 3. Non. Oui, c'est 3. 3, il est le plus petit élément parce qu'il est inférieur à tous les autres. Il est inférieur à tous les autres. Donc, 3, c'est le plus petit élément. Est-ce que, voilà une étoile. Est-ce que A est minoré dans une étoile? Est-ce qu'il possède un minorant? Non. Déjà, Oui. c'est un minorant. 3, c'est un minorant. Il y a aussi le 1. Dans une étoile, quels sont les minorants? Vous avez 1 qui divise tous les autres. Vous avez 3 qui divisent tous les autres. Vous avez 2 minorants, 1 et 3.
Et donc, quel est le plus grand des minéraux? C'est le plus petit élément. Parce que lorsqu'il y a un plus petit élément, c'est nécessairement le plus grand minéraux. Et donc, ça va être la borne 1. Donc ici, Monsieur, il est en relation avec tous les éléments de l'ensemble. qu'est-ce que vous avez dit? Le mineur, Oui. il est en relation avec tous les éléments de l'ensemble. Oui, le 1 il est en relation avec tous les autres. Aussi 3. Oui, 3, il se trouve dans A. Donc, c'est le plus petit élément. D'accord. Vous avez 3 qui est le plus petit élément. Vous avez aussi cet aminorant. Mais ici, puisqu'il y a un plus petit élément, donc ça va être le plus grand élément, c'est la borne 1. Lorsqu'il y a un plus petit élément, donc c'est la borne 1, nécessairement. Maintenant, est-ce que A est majoré? Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire tous les multiples communs. Tous les multiples communs. Donc, vous avez, pour chercher, par exemple, un multiple commun, il suffit de multiplier 45 par 18 par 12. Vous allez avoir un multiple commun de tous les éléments. Mais si vous cherchez le plus petit multiple commun, 180. C'est combien? 180. 180. Oui, c'est-à-dire il faut décomposer et chercher le plus petit multiple commun. Vous savez chercher. Et donc ici, vous avez 180. C'est un multiple commun et c'est le plus petit. Il y en a d'autres, bien sûr. Tous les multiples de 180 sont des majorants. Par exemple, ici, 360, c'est aussi un majorant. Mais le plus petit des majorants, c'est 180. Et donc, 180, ça va être la borne sup de A. La borne sup, par définition, c'est le plus petit majorant. Donc, le plus petit majorant, c'est 180. Voilà, donc on a bien fait le tour de toutes les questions possibles. Alors, 18 est un élément maximal, oui. Donc, celui à l'examen, s'il trouve la bonne réponse, s'il termine, il va à d'autres questions. Il ne faut pas rester sur la question pour gagner du temps. Si à la fin, il vous reste du temps, vous revenez, vous regardez, plus ou moins, vous étudiez votre question. Mais 18 est un élément maximal. Le 9 n'est pas élément minimal. 45 n'est pas le plus grand élément. La relation n'est pas une relation d'ordre total, elle est partielle. A admet une borne sup. Voilà, donc la réponse correcte, c'était la première réponse. Voilà, donc pour cette question, si vous avez des commentaires. Monsieur borne 1, c'est 3. C'est 3. La borne 1, Inférieur. oui, c'est le plus petit élément. Lorsqu'il y a un plus petit élément, c'est la borne 1. D'accord. Monsieur, Oui, vous pouvez m'expliquer la relation d'ordre total et partiel? oui, bien sûr. Une relation d'ordre est dite totale. Si vous prenez deux éléments quelconques, nécessairement l'un d'eux, il est inférieur à l'autre. Deux éléments quelconques. Elle est partielle lorsque vous trouvez deux éléments qui ne sont pas en relation. Par exemple, ici, 18 et 45 ne sont pas en relation. Donc, on dit que la relation d'ordre, elle est partielle. J'ai compris, merci. Voilà. La relation d'ordre partiel, c'est ترتيب جزئي. والأخرى ترتيب كلي. Vous avez compris? Oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Prof, toujours utiliser cette méthode? Non. C'est-à-dire pour clarifier ce que vous avez. Lorsque c'est possible, toujours faire des schémas. Lorsque c'est possible, parce que parfois, on ne peut pas dessiner. Mais lorsqu'on peut dessiner pour voir, par exemple, ici, l'ordre des éléments, c'est mieux. Vous avez la carte, vous regardez tout, vous ne trompez pas. Mais tant que vous pouvez faire
un schéma, c'est bien. Donc, toutes les matières, bien sûr. Toutes les matières. D'accord, merci. Voilà. Voilà, donc on va passer à la question 2. La question 2, c'est une question entre ensemble. Nous avons déjà vu l'équation A inter x égale à B. On va la refaire ici. Donc, on va faire un schéma pour bien comprendre. Donc, vous avez un ensemble E, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est l'ensemble. On fait un schéma parce que nous avons un nombre petit, un petit nombre d'éléments. Sinon, il fallait raisonner directement de façon abstraite. Mais là, on peut faire un dessin. Nous avons déjà répondu à cette question plusieurs fois. A inter x égale à B, sans faire de dessin. Mais puisqu'ici, on peut faire un dessin pour bien comprendre. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, c'est la partie A. Ça, c'est la partie A. B, c'est 1, 2. Ça, c'est B. Et voilà, donc vous avez A, B, E, et l'équation c'est A inter x égale à B. Donc nous avons dit que B, c'est l'intersection, elle doit être contenue en même temps dans A et dans X. Ce B-là, il doit être dans les éléments de X. Et donc, lorsque vous allez vouloir écrire X, les premiers éléments dans X, c'est B, c'est 1 et 2. Maintenant, ça c'est obligatoire, 1 et 2, parce que c'est B. Maintenant, puisque c'est l'intersection avec A, je peux ajouter des éléments ici. Ces éléments-là, si je les ajoute dans X, ils ne vont pas apparaître dans l'intersection, parce que c'est l'intersection avec A. X, c'est l'intersection de X avec A. X ne peut pas contenir 3 et 4 parce que ça va rentrer dans l'intersection. Mais si j'ajoute des éléments ici, c'est-à-dire 5, 6, 7, ou bien 5, ou bien je n'ajoute rien, je vais ajouter une partie de 5, 6, 7. Donc, si vous ajoutez ici une partie de 5, 6, 7, ici 5, 6 et 7, lorsque vous faites l'intersection avec A, il reste toujours 1, 2. Et donc là, j'ai le choix. C'est là que je vais avoir beaucoup de solutions. Je peux ne rien ajouter, donc la solution c'est 1, 2. Je peux ajouter 5, donc c'est 1, 2, 5. Et donc chaque partie ici va me donner une solution de ce problème. Donc le nombre de solutions, c'est le nombre de parties qui se trouve ici. L'ensemble vide, 5, 6, 7, 5, 6, 7, les paires. Donc, combien il y a de parties possibles dans 5, 6, 7? Et 2 à la 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3. Donc, x, il s'écrit sous la forme, nous avons dit 1, 2, union une partie. Et cette partie-là, c'est une partie qui appartient, une partie qui est contenue dans 5, 6, 7. Et voilà. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des parties. C'est 2 à la puissance 3, c'est 8. Et vous avez la réponse correcte. Donc, la dernière séance, nous avons dit que ce problème d'intersection, le nombre de solutions, c'est le nombre de parties du complémentaire de A. Ça, c'est le complémentaire. Toujours. Donc, sans réfléchir, si vous connaissez la formule, vous l'écrivez. Si vous avez A union X égale à B,
Le nombre de solutions, c'est le nombre de parties de A, c'est-à-dire 2 à la puissance cardinale de A. Voilà. Donc, c'était la question 2. Si vous avez Monsieur, aussi... Oui, si on a la réunion, oui, la réunion, je vais vous l'expliquer. Attends, s'il n'y a pas de questions ici. Voilà, c'est un 2. Je vais passer ça. Donc, supposons que l'équation, c'est A union X égale à C. Et donc, C il doit être plus grand que A. Donc, C, par exemple, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Supposons que vous avez ce problème. Et là, on voit très bien que A et X sont contenus dans C. Les deux. Les deux sont contenus dans C parce que c'est la réunion. Et donc, puisque X est contenu dans C, il faut, voilà, 1, 2, 3, c'est ça la réunion. Donc, c'est ça C. Et donc, X, ça va être quoi? Quels sont les éléments obligatoires dans X? Donc, il faut chercher les éléments qui ne sont pas dans A pour compléter C. C'est 5. C'est 5, monsieur. Le singleton 5. Donc, il y a le singleton 5. Ça, c'est obligatoire. Je ne peux pas faire 6, je ne peux pas faire 7. Parce que ça va donner une réunion plus grande que C. Ce que je peux faire, c'est doubler les éléments de A. C'est-à-dire répéter les éléments de A, faire ajouter 1, ajouter 2, ajouter 3, ajouter 4. Parce que ces éléments-là, dans la réunion, ils vont être comptés 2 fois. C'est-à-dire parce que c'est la réunion. Donc là, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre une partie qui est contenue dans A. Parce que lorsque je vais mettre la réunion, le 5, ça va compléter pour avoir C. Et là, une partie qui va être écrite 2 fois, mais ça, c'est pas grave. Donc, ce qui va donner le nombre de solutions, c'est le nombre de parties dans A, et non pas dans le complémentaire. Et donc, le nombre de solutions, c'est le nombre de parties de A, c'est-à-dire c'est 2 à la puissance 4. Voilà. C'est 6. C'est le nombre de solutions. Donc, pour la réunion, le nombre de solutions, c'est 2 à la puissance cardinale de A. Et pour l'intersection, c'est 2 à la puissance cardinale du complémentaire de A. Maintenant, on peut s'amuser et poser d'autres questions. Par exemple, je vais vous donner une autre question. D'une façon générale, je veux poser un système. Je cherche les x tels que A inter x est égal à B et A union x égale à C. C'est un système. Je veux que x vérifie les deux. Bien sûr, vous avez B contenu dans A et A contenu dans C. Il faut absolument cette condition. S'il n'y a pas cette condition, il n'y a pas de solution. Parce que A Monsieur, on va... Donc, est-ce que vous pouvez... Monsieur, Oui, quel est le nombre de solutions? Est-ce que vous pouvez deviner ici le nombre de solutions de ce système? A union X égale à B inclus dans... Non, A Monsieur, c'est oui. union X égale à C. Donc, il faut voir
x à quoi est égal? Monsieur, le nombre de solutions, c'est 8. C'est le nombre de solutions de l'équation de l'union moins le nombre de solutions de l'équation de l'intersection. Malheureusement, c'est non. Parce qu'il va y avoir seulement une seule solution pour ce système. Alors, vous allez voir, d'une façon générale, Monsieur, oui, et la solution doit être C moins B, je pense. vous allez voir, je vais faire un dessin pour bien comprendre. Vous avez A inter x égale à B. Nous avons dit que x, c'est égal à B union, ici, une partie P qui est contenue dans le complémentaire de A. C'est ça la solution de ce problème. Maintenant, vous prenez A union x égale à C. Nous avons dit que x, c'est égal à C moins A, c'est-à-dire les éléments qui manquent à A, parce que c'est la réunion. Donc, il faut prendre les éléments qui appartiennent à C, qui n'appartiennent pas à A. Et on peut ajouter une partie Q. Cette partie-là, elle doit être contenue dans A. Donc, X, il doit vérifier ces deux conditions. On doit avoir nécessairement B, on doit avoir nécessairement C moins A, et on peut ajouter une partie qui est dans le complémentaire de A, c'est ça. On ne peut pas faire plus que ça, parce que c'est obligatoire. Et ajouter une partie dans A. La partie dans A, c'est B. Il n'y a pas d'autre. Parce que là, on veut ajouter une partie des complémentaires de A, il faut mettre tout le complémentaire. Et lorsqu'on veut ajouter une partie de A, nous avons B. B, c'est une partie de A. On ne peut pas faire plus que ça. On va faire un dessin. Vous avez A, vous avez B, c'est ça B. On va mettre par exemple B, c'est ça. Et vous avez C. C, c'est plus grand. Donc ça, c'est A, et ça, c'est C. Et donc, pour avoir l'union, pour avoir A union X égale à C, obligatoirement, ça c'est A, nécessairement X doit contenir ces éléments. Ça, c'est C moins A. Ici. Pour l'intersection, il faut avoir B. Et donc, X, comme j'ai dit, je vais faire un autre dessin, celui-là est un peu, n'est pas clair. Je vais faire B comme ça, A et C. C'est ça la condition. Donc, la seule solution qui existe, c'est le complémentaire ici, avec B. C'est ça, X. Il y a une seule solution pour ce système-là. Donc, moi, ici, je vous ai donné une indication. Vous pouvez le refaire chez vous à tête reposée avec des exemples. Ce problème, ce système où il y a intersection-réunion, il y a une seule solution, c'est la partie HE. C'est la seule partie qui vérifie les deux conditions. Bien sûr, moi, il faut répéter ça chez vous pour pouvoir saisir le sens. Et je rappelle aussi une autre équation. L'équation, si vous avez A delta X égale à B. Quelles sont les solutions de ce problème? C'est A delta B. Voilà, il y a une seule solution parce que delta, c'est une loi de groupe. X, c'est égal à A delta B.
c'est comme l'équation dans R, x plus A est égal à B. La seule solution, c'est B moins A. Parce que pour delta, le symétrique de A, c'est A lui-même. Et donc, delta, il possède une seule solution, c'est A delta. Voilà. Donc, j'attends si vous avez des commentaires. Compris. Très bien. Tout compris. Ensuite, on va passer à la question 3. Nous l'avons traitée plusieurs fois. Vous avez une application f de E dans E. Il s'agit de discuter l'image directe et l'image réciproque. J'ai dit on peut parler toujours de l'image directe et de l'image réciproque sans que f soit bijective. Et nous avons dit il y a des relations qui sont toujours vraies. Par exemple, vous prenez l'image f de x et vous retournez f moins 1 de f de x, vous trouvez toujours x à l'intérieur. Vous prenez l'image et vous retournez, vous avez toujours x contenu dans f moins 1 de f de x. De même, vous avez une relation qui est toujours vraie. Si vous prenez l'image réciproque, ensuite vous prenez f, vous tombez toujours dans x. C'est-à-dire les deux premières réponses sont toujours vérifiées. Rappelez-vous de ça. Les deux premières réponses, elles sont toujours vérifiées. De même, les deux dernières réponses, on l'a déjà discuté ça. Les deux dernières réponses, l'image de la réunion, c'est la réunion des images, et l'image de l'intersection, elle est contenue dans l'intersection des images. Donc, vous avez 4 réponses qui sont toujours vérifiées, sans aucune condition sur F. Les deux premières et les deux dernières. Donc, il reste seulement 2 réponses, c'est la 3 et 4. Nous avons déjà bien discuté l'injectivité avec l'équivalence de l'injectivité avec f moins 1 de f de x égale à x. Si ceci est vérifié, quelle que soit la partie, c'est équivalent à l'injectivité. On a très bien discuté ça. Maintenant, la troisième réponse qui est la réponse correcte, parce que la question, c'était de caractériser une application surjective. Donc, c'est la réponse 3 qui caractérise, et on va le démontrer au tableau pour une révision, c'est que f est surjectif si et seulement si il vérifie f de f moins 1 de x égale à x. Donc, c'est ça, on va s'intéresser à cette réponse. Donc, nous avons dit f moins 1 de x, et vous prenez l'image directe, ça c'est égal à x, quel que soit x contenu dans E, c'est équivalent à f surjectif. C'est ce qu'on veut démontrer. Donc, avant de passer à cette démonstration, je vais rappeler pourquoi il y a toujours l'inclusion. On a toujours l'inclusion f de f moins 1 de x, et les contenus toujours dans x. Ça, c'est toujours vérifié. Donc, pour démontrer l'inclusion, vous prenez un élément ici, et vous démontrez qu'il est là. C'est ça l'inclusion. Donc, on prend un élément ici, y, qui appartient à f, de f moins 1 de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire y appartient à l'image d'une partie? C'est équivalent à dire qu'il existe un élément ici, il existe A appartenant à cette partie-là, tel que y est égal à f de A. C'est ça le sens de y appartient à l'image de cette partie. Il appartient à l'image de cette partie, ça veut dire qu'il existe un élément ici, tel que son image est égale à y.
C'est ça le sens exact. Et en fait, c'est ça ce qui est nouveau pour vous, c'est savoir traduire chaque donnée doucement, étape par étape, jusqu'à ce que vous arrivez au résultat. C'est-à-dire savoir monter dans les escaliers. Premier escalier, deuxième escalier. Parfois, vous arrivez, c'est ça les mathématiques, vous arrivez à un escalier qui est très haut. C'est-à-dire, vous regardez comme ça, vous ne trouvez pas de raisonnement. Et c'est là où il y a un travail. Mais lorsque vous devez seulement traduire, c'est-à-dire l'inclusion, c'est quoi? C'est un élément ici appartient ici. Vous prenez un élément, vous le traduisez. C'est cette traduction successive. Ça a coupé, puis c'est revenu. Donc vous êtes toujours connecté, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, monsieur. Donc, il faut traduire étape par étape. Donc, le fait de dire un élément ici, ça veut dire ça. Maintenant, il faut traduire ça. Qu'est-ce que ça veut dire un élément qui appartient à f moins 1 de x? D'après la définition, ça veut dire que l'image de A appartient à x. Donc, ceci, ça veut dire que f de A appartient à x. Ça veut dire que y appartient à x. Voilà. C'est tout simplement ça. On va faire les silencieux. Et donc, nous avons pris un élément ici, ça appartient ici. Donc, on n'a utilisé rien, ni surjectivité, ni injectivité. C'est toujours vrai. Donc, maintenant, on va voir que le fait que f soit surjective, ça va donner l'égalité. Donc, c'est ce qu'on va démontrer. Donc, je vais passer ça. Et on va démontrer. Supposons maintenant, f surjective. Il faut démontrer que, montrons que, il y a d'autres inclusions, x contenu dans f de f moins 1 de x. Donc, on va traduire, c'est-à-dire une grande partie des mathématiques, c'est des traductions successives. Je vous dis, parfois, c'est ça, comme j'ai dit, les maths, vous arrivez à une traduction, vous la trouvez difficile. Et là, ça demande une réflexion, ça demande un travail. Donc, je prends un élément ici, soit y appartenant à x. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la surjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire f surjective? C'est-à-dire tout élément possède un antécédent. Donc, puisque f surjective, qu'est-ce que ça va impliquer? Il existe un élément B appartenant à E, tel que Y est égal à F de B. C'est ça la surjectivité. Et Y, ça appartient à X. Donc ceci, ça appartient à X. Qu'est-ce que ça veut dire f de B appartient à X? Ça veut dire tout simplement que B appartient à f moins 1 de X, par définition. C'est là on remarque une chose, il faut connaître absolument les définitions. Comme j'ai dit tout à l'heure, toujours, j'ai dit que les définitions et les théorèmes sont les outils principaux. Donc, pour savoir traduire, il faut connaître les définitions. F de B appartient à X. Si je la traduis, ça veut dire que B appartient à F moins 1 de X. Et donc, B appartient à une partie, donc l'image de B, il appartient à F de cette partie-là. Et donc, F de B appartient à F de F moins 1 de X. Mais F de B, c'est quoi? C'est Y. Donc, qu'est-ce que nous avons démontré, seulement par traduction successive, que tout élément de x, il appartient à f de f-1 de x. Donc, il y a égalité. Lorsque f est surjectif, vous avez ce sens-là.
Donc c'est ça, la surjectivité, ça implique que vous avez toujours cette égalité, et non pas seulement l'inclusion. Il y a l'égalité. Maintenant, il faut voir l'autre sens. Si on suppose ça, pourquoi f elle est surjective? Donc je vais passer. Maintenant, on va supposer cette propriété. Alors, supposons maintenant que pour toute partie x contenue dans E, nous avons f de f moins 1 de x, c'est égal à x. Et qu'est-ce qu'il faut montrer? Que f est surjective. Alors, montrons que f surjective. Vous voyez, dans la plupart des questions, on ne fait que suivre le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire f surjective? Ça veut dire que tout élément possède un antécédent. Donc, on va prendre un élément, soit y appartenant à E. Il faut démontrer qu'il possède un antécédent en utilisant ça. Donc, j'ai un élément et je peux utiliser n'importe quelle partie. Quelle est la partie que je vais utiliser parce que j'ai un élément? Je vais prendre la partie que je vais considérer, c'est le singleton y. Tout simplement. Et je vais lui appliquer cette propriété-là. Je vais lui appliquer y est égal à f de f moins 1 de y. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que y appartient à l'image d'une partie. Ça, c'est une partie A. Et donc, ça, c'est f de A. Donc, y appartient à l'image. Et donc, il possède un antécédent. C'est-à-dire qu'il existe un élément ici. Il existe A appartenant à A. Tel que y est égal à f de A. Donc, la réponse correcte, c'est la réponse 3. C'est la propriété qui caractérise la surjectivité. Alors, le genre de raisonnement, c'est le début de votre métier. C'est-à-dire, pour être un matheux, il faut apprendre à raisonner de cette manière. Et comment faire? C'est répéter ces démonstrations plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient très bien comprises en tête. C'est la même chose. Oui? Quelle est la relation qui caractérise l'injectivité? C'est la 4. C'est la propriété 4. On l'a déjà démontré dans d'autres questions. La propriété 4, il caractérise l'injectivité. Merci. Oui, de rien. Monsieur, f de x inter y est égal à f de x inter. L'égalité, pour avoir l'égalité, c'est l'injectivité. Vous pouvez le faire vous-même. Si f injective équivalent à ce que f de l'intersection, c'est égal à l'intersection des images. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres commentaires, on va passer à la question 4. Donc là, il fallait chercher un équivalent de P au Q implique R. Et donc, comme je le dis toujours, c'est l'équivalent, c'est en appliquant l'équivalent de l'implication. A implique B, c'est non A ou B. Donc, c'est non
cette proposition ou R. Nom de cette application, c'est non P et non Q. Ou R. Ensuite, j'utilise la distributivité de ou. Il ne faut jamais utiliser des propriétés comme ça. Il faut avoir une référence. Ou bien vous l'avez vu dans un cours, ou bien vous l'avez vu dans un livre. C'est-à-dire, si vous imaginez une relation comme ça, il ne faut pas l'appliquer directement. Ou bien il faut la démontrer, ou bien il faut la chercher dans un livre. Donc là, on utilise la distributivité de ou par rapport à L. Donc c'est P bar ou R. Et Q bar ou R. Et donc ça, c'est P implique R. Et Q implique R. Et donc, la réponse correcte, c'est la quatrième réponse. Alors, la question 5, on l'a déjà faite avant. C'est-à-dire, ici, on peut le relire. La négation de quel que soit, c'est il existe. Il existe X appartenant à A. Il existe Y, c'est quel que soit Y. L'intervalle contenu dans A, ça veut dire que l'intervalle n'est pas contenu dans A. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas contenu dans A? Ça veut dire qu'il existe un élément dans l'intervalle qui n'appartient pas à A. Donc, il existe Y qui n'appartient pas à A, qui appartient à l'intervalle, c'est-à-dire Y moins X inférieur à Y. Et donc, la négation, c'est exactement la réponse 2. Donc, là aussi, est-ce que vous avez des commentaires pour la question 5? بروف هادي ماشي بزاف فهمتها ديال y موان x صغار من ابسيلون. Qu'est-ce que ça veut dire Y moins X inférieur à Y? Ça veut dire que Y appartient à l'intervalle X moins Y, X plus Y. Je vais le faire. Il faut traduire qu'est-ce que ça veut dire Y appartient à l'intervalle X moins Y, X plus Y. Qu'est-ce que ça veut dire cette propriété-là? Y compris entre X moins C'est la valeur absolue de Y moins X inférieure à Y. C'est la même chose. Parce que lorsque vous voulez écrire ça, ça veut dire que Y moins X compris entre moins Y, Y. Ça veut dire que Y compris entre X moins Y et X plus Y. Ça veut dire que Y appartient à l'intervalle X moins Y, X plus Y. Mais monsieur, ici, est-ce que quel que soit Y ou il existe un seul Y? Je vais refaire le raisonnement. Donc, ici, vous êtes d'accord? Y appartient à l'intervalle, ça veut dire que valeur absolue de Y moins X inférieure à Y. C'est la même chose. Ok, prof, c'est clair. Oui, C'est clair, prof. c'est clair. Oui. On va revenir à notre proposition. Alors, notre proposition, qu'il faut chercher la négation, c'est quel que soit X appartenant à A, il existe Y positif, tel que X moins Y, X plus Y, contenu dans A. Ça, c'est P. Maintenant, non P. Donc, il existe X appartenant à A, quel que soit Y positif, on n'a pas l'inclusion, c'est-à-dire X moins Y, X plus Y, n'est pas contenu dans A. C'est ça la négation. Qu'est-ce que ça veut dire contenu? Ça veut dire quel que soit Y ici, il appartient à A. Je vais l'écrire à part, je vais l'écrire ici. Qu'est-ce que ça veut dire X moins Y, X plus Y, contenu dans A? Ça veut dire quel que soit Y appartenant à X moins Y, X plus Y, Y appartient à A. Ça, c'est Q. Quelle est la négation de Q? La négation, ça veut dire que cet intervalle n'est pas contenu dans A. Ça veut dire qu'il existe
y appartenant à x moins epsilon, x plus epsilon, tel que y n'appartient pas à A. Et donc, nous, on a utilisé ça pour traduire qu'il n'y a pas inclusion. Pour traduire qu'il n'y a pas inclusion, on dit qu'il existe un y qui n'appartient pas à, tel que y se trouve dans cet intervalle, c'est-à-dire y moins x inférieur à epsilon. Donc ça traduit le fait qu'il n'y a pas inclusion. Alors, est-ce que vous avez compris ou bien vous avez d'autres commentaires? C'est compris, prof. Très bien. Compris. Très bien. Donc, on va passer à la question 6. Alors, dans la relation 6, nous avons l'ensemble E considéré, c'est l'ensemble des parties de N. Et on va considérer une relation dans cet ensemble-là. C'est-à-dire, deux parties sont en relation si leur différence symétrique il est contenue dans deux N. La différence symétrique, c'est ça la relation. A en relation avec B, si la différence symétrique elle est contenue dans deux N. Deux N, c'est l'ensemble des nombres pairs. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation? Est-ce qu'elle est réflexive? Que ça veut dire? Oui, elle est réflexive. Oui. Oui, réflexive. A en relation avec A. Qu'est-ce que ça veut dire A en relation avec A? Ça veut dire que A delta A. c'est l'ensemble vide et les contenus. C'est l'ensemble. Oui, bien. Donc, elle est réflexive. Symétrique. Symétrique, antisymétrique ou symétrique, on va voir. C'est ici la symétrie. Si A est en relation avec B, ça implique que B est en relation avec A. Pourquoi? Parce que A delta B, c'est égal à B Implique B delta A. delta A. Donc, il est symétrique. Maintenant, il est transitif. Pourquoi? A en relation avec B, B en relation avec C. On va traduire. Ici, A delta B, c'est une partie de 2N. Là, vous avez B delta C, c'est une partie de 2N. Donc, vous avez deux parties qui se trouvent dans 2N. Donc, leur différence symétrique va rester dans 2N. Parce que la différence symétrique, c'est la réunion moins l'intersection. Donc, si vous vous trouvez dans 2N, vous composez ces deux, vous restez dans 2N. Donc, ce qui implique que A delta B, delta, B delta C, c'est toujours dans 2N. Parce que vous avez deux parties dans un ensemble. Donc, A delta C est dans Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que... Parce que delta, il est associatif et commutatif. B delta B, c'est quoi? C'est l'ensemble vide. Ça Oui. vous donne l'ensemble vide. Donc A delta C. C'est A delta C. Pardon, A delta C et les contenus dans 2N. Et qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que A est en relation avec C. Monsieur, l'antisymétrique, il peut varier ici. Varier ici. Ici, il n'y a pas d'antisymétrie. Parce que c'est quoi l'antisymétrie? Je vais l'expliquer. C'est A en relation avec B et B en relation avec A.
implique que A est égal à B. A est égal à B. Si vous avez ces deux, est-ce que ça implique que A est égal à B? C'est ça l'antisymétrie. Vous supposez qu'ils sont en relation Non. dans les mêmes sens? Non, par Non. contre. Non. Parce Oui. que A en relation avec B, ça implique B en relation avec A. Donc, si vous avez la symétrie, vous ne pouvez pas voir l'antisymétrie. Oui. Voilà. Donc, la relation, c'est une relation d'équivalence. Et donc, c'était la première réponse. Vous avez fait le développement limité. Monsieur, si on a l'antisymétrie, Qu'est-ce que vous avez dit, l'antisymétrie? monsieur, si on a l'antisymétrie, on peut avoir la symétrie. Non. Vous avez l'antisymétrie. Vous ne pouvez avoir la symétrie que si vous avez un seul élément. Parce que l'antisymétrie, ça implique que pour avoir la symétrie, il faut que les deux éléments soient égaux. Parce que la symétrie, si vous avez A en relation avec B, ça va impliquer B en relation avec A. Et donc, si vous avez la symétrie et l'antisymétrie, ça veut dire que vous avez toujours A égale à B. Vous ne pouvez avoir Oui, j'ai compris, monsieur. et l'antisymétrie que si vous avez un seul élément. Si vous avez un ensemble, un singleton, alors à ce moment-là, vous pouvez avoir la symétrie et l'antisymétrie. Mais à part ça, ce n'est pas possible. Monsieur, on peut la démontrer par l'absurde. Qu'est-ce qu'on démontre? On démontre que lorsqu'on a une relation antisymétrique et symétrique, c'est-à-dire les deux ensembles sont égaux. Ce n'est pas les deux ensembles. Eux, attends, je vais vous dire. Ici, vous avez une relation dans E, un ensemble. Ici, l'ensemble, c'était P de E. Ici, E était égal à P de N. Un ensemble quelconque. Et vous avez une relation qui est à la fois symétrique et antisymétrique. Antisymétrique, les deux. Vous prenez deux éléments différents. Supposons que E il contient deux éléments différents. X différents, on ne va pas résoudre comme ça. Donc, si vous prenez deux éléments, vous avez la symétrie, R symétrique. Si vous avez R, X en relation avec Y, ça va impliquer Y en relation avec X. Si vous avez R antisymétrique, ces deux vont impliquer que X est égal à Y. C'est-à-dire, d'une façon générale dans la pratique, on ne parle pas des deux en même temps, symétrique et antisymétrique. Lorsqu'il y a la symétrie, c'est bien, sinon on cherche l'antisymétrie. On ne peut pas avoir les deux, sauf dans des cas triviaux. Dans des cas triviaux, par exemple, peut-être qu'il n'y a pas de... Il y a la relation seulement réflexive. Il n'y a pas de relation entre les éléments. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Par exemple, si vous avez la relation, elle est définie par une seule chose. X en relation avec Y, c'est X égale à Y. Alors, à ce moment-là, vous avez une relation, chaque élément avec lui-même, c'est tout. Et donc, la symétrie, on ne parle pas de la symétrie, c'est symétrique. Et l'antisymétrie aussi, c'est vérifié. Là, on a la symétrie et l'antisymétrie. Mais c'est des relations qui sont triviales. C'est-à-dire si vous considérez la relation où chaque élément est en relation avec lui-même seulement. Donc, il n'est pas en relation avec les autres. Et à ce moment-là, la relation est symétrique et antisymétrique. Mais je vous dis que ça, c'est des choses qui, dans la pratique, n'arrivent pas. Donc ça, c'était pour la question 6.
La question 7, vous avez maintenant l'habitude de calculer à l'aide de l'algorithme d'Euclide, calculer le plus grand diviseur commun de deux nombres. Donc, ici, dans cette question, aucun des nombres donnés ne vérifie le plus grand diviseur commun. Donc, la réponse correcte, c'est toutes les réponses précédentes sont fausses. Donc, on ne va pas répéter ça, on l'a fait plusieurs fois, sauf si quelqu'un veut qu'on la fasse au tableau, mais ici, l'algorithme d'Euclide, il faut le connaître pour connaître le résultat exact. Donc, pour cette question, aucune des réponses précédentes n'est vérifiée. Donc, la réponse correcte, c'est 6. Donc, on passe à l'autre question, si vous n'avez pas de commentaire. Il faut chercher le plus grand diviseur commun. Ça, c'est un autre cas, parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire faire les calculs directement, il faut faire les congruences, parce qu'on va chercher le reste de la division de A par 7. Donc, il faut faire la congruence. Donc, on va le refaire une autre fois. Donc, vous avez le nombre A qui est égal à 3 à la puissance 25 plus 5 à la puissance 34. Et on veut faire la division de ce nombre-là par 7. Et on cherche seulement le reste. Ça ne nous intéresse pas. On va prendre 3 modulo 7, donc 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. C'est congru à 2 Égal à modulo 7. Un ou moins 1 avant 6. Si vous continuez comme ça, si vous mettez 3 au cube, c'est congru à 6, et 6, c'est congru à moins 1. Donc, vous pouvez faire de cette manière-là, si vous Monsieur, voulez. c'est Et donc,
conclu à moins 3, modulo 7. Au carré, c'est 25. Et 25 modulo 7. Modulo 7, c'est 4. C'est 4, oui. Maintenant, on va prendre à la puissance 4. C'est 4 au carré, c'est 16. Et 16 modulo 7, c'est 2. Donc, c'est 2 modules. Oui. Voilà. Donc, ici, 5 à la puissance 34, c'est congru à 2 modulo 7. Et maintenant, on va faire la somme. Donc, A, c'est congru à 5 modulo 7. Et donc, c'est ça le reste cherché, parce qu'il est compris, 5 est compris entre 0 et 7, et donc le reste, c'est 5. Voilà, la réponse correcte, c'est 5. Non. Alors, la question 9, c'est une équation diophantienne. On en a fait beaucoup. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore compris pour refaire cet exercice? La question 9, une équation diophantienne. Ici, le nombre de solutions, c'est 16, et la réponse est... Toutes les réponses sont fausses, parce que 16 ne figure pas dans les réponses. Donc, si vous avez maintenant compris une équation diophantienne, la question 10, c'est la même chose. La question 10, c'est le reste de la division euclidienne de A par 11. Congruence. C'est la congruence. Et là, toutes les réponses sont fausses. Monsieur, vous pouvez répéter l'expliquer l'équation diophantienne? Bien sûr. Il suffit de le demander, on va le faire. Là, vous avez 7x plus 6y est égal à 11. Donc, toujours, la première vérification, le plus grand diviseur commun ici, c'est 1, ça divise 11. Donc, il y a des solutions. Ensuite, une solution particulière de 7x plus 6y est égale à 1. Donc ici, la première vérification, c'est le plus grand diviseur commun, c'est 1, il divise 11. Il faut le faire toujours. Ensuite, la deuxième étape, c'est la solution particulière. Ce n'est pas égal à 11, égal à 1. Pourquoi égal à 1? Parce qu'on va utiliser, d'une façon générale, l'algorithme d'Euclide et la formule de Bezout. Oui. Là, c'est facile. On n'a pas besoin d'appliquer la formule de Bezout parce qu'il y a une solution particulière, c'est 7 moins 6 égale à... Moins 6 est égal à 1. 1. Une fois que vous avez trouvé la solution particulière de 1, on va passer à 11. Donc, vous passez à 11, vous avez 7 fois 11 moins 6 fois 11 est égal à 11. C'est ça la solution particulière. Et donc, il suffit maintenant de faire la différence avec l'équation de départ, c'est-à-dire 7x plus 6y est égal à 11. Donc, on fait la différence, on trouve 7 fois x moins 11 plus 6y plus 11 est égal à 0. Ça veut dire 7x moins 11 est égal à moins 6. Donc, si je ne me suis pas trompé, donc 6y plus 11 est là, 7x moins 11, exactement, moins 6y plus 11. Et il suffit d'appliquer l'algorithme le théorème de Gauss. Vous avez 6 qui divise ça, 6 premier avec 7, donc il divise x moins 11. Et donc x moins 11 est égal à 6k. Vous remplacez x moins 11
par 6K, il ne faut pas répéter le raisonnement et trouver K', c'est-à-dire dire que 7 divise ça, donc Y plus 11 est égal à 7K'. Non, il suffit de remplacer maintenant. Prendre ça, le remplacer ici, et on va trouver que Y plus 11, c'est égal à moins 7K. Donc ici, Y plus 11 est égal à moins 7K. Et donc, la solution du problème, c'est X égale 11 plus 6K. Y est égal à moins 11 moins 7K, avec K appartenant à Z. Donc ça, c'est la solution générale du problème. Or, ici, dans la question, il donne un encadrement de X. C'est-à-dire qu'on cherche seulement les solutions avec X compris entre une valeur et une autre valeur. Donc ici, on demande que X soit compris entre 0 et 100. Monsieur, pourquoi est la Y égale à moins 1, moins 7K? C'est pas 7K. Il n'est pas 7K. Moins ou la plus? Plus. Moins 11 plus 7K. Parce que vous avez, au départ, vous avez 7x moins 11 est égal à moins 6 y plus 11. C'était comme ça. Donc, x moins 11, nous avons dit c'est égal à 6k. Vous remplacez ici, qu'est-ce qu'on trouve? 7 fois 6k est égal à moins 6 y plus 11. Donc, vous simplifiez par 6. Qu'est-ce qui reste? Y plus 11. Il y a ce moins-là, on va le porter de ce côté-là. C'est moins 7K. Est-ce que vous avez suivi les calculs? Oui. Oui. Oui, juste. Donc, vous avez ce résultat-là. Et maintenant, il faut encadrer X. X, c'est ça, c'est 11 plus 6K, compris entre 0 et 100. Donc, vous avez ici moins 11, compris entre 6K. Et là, vous avez 100 moins moins 11, 1,1. c'est 89. Et donc, K, je vais effacer ça. Et donc, K compris entre moins Moins 11 1. 60. et 89 divisé par 6. Ça, c'est égal à moins 1, quelque chose. Et là, si vous faites le calcul, vous allez avoir 1, il reste 2, 4. 14, quelque chose. Et n'oubliez pas que K est un entier. Donc, de ce côté-là, le premier cas, c'est moins 1. Ensuite 0, ensuite 1, jusqu'à 14. 16. Les possibilités pour K. Parce que K, c'est un entier supérieur à moins 1, quelque chose. Donc, K est égal à moins 1, ou bien 0, jusqu'à 14. Il ne peut pas être égal à 15. Donc, le nombre de solutions, vous avez ici 14, là vous avez 2, donc le nombre de solutions, c'est 16. Le nombre de solutions, c'est 16. Donc, pour la prochaine fois, essayez de faire vous-même le rattrapage 2019 pour voir est-ce que vous avez saisi les idées, les grandes idées. Essayez de voir correctement, dans 1h30, est-ce que vous pouvez faire le problème. Donc, vous avez 1h30, 2 points pour chaque question, et vous pouvez évaluer votre note vous-même. D'accord. Donc, comment ça va se passer les choses, Inch'Allah, dans l'avenir? Donc, la semaine prochaine, il va rester 2 rattrapages. On va essayer de faire la même chose.
À ce moment-là, vous serez habitué à ce genre de questions, donc il faut faire un effort. Donc, s'il y a des séances par la suite, ça va être des séances où il y a seulement vos questions. C'est-à-dire, si vous, après la semaine prochaine, vous devez réviser et poser des questions, venir avec des questions, et comme ça, je vais répondre à vos questions. Donc, nous sommes, Inch'Allah, قريبين باش نساليو إن شاء الله البرنامج avec les révisions, avec les TD, tout. Et voilà, donc à la semaine, au jeudi, Inch'Allah. Jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah, شكرا أستاذ. Merci. Inch'Allah, merci monsieur. Merci. Et Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. bon courage.